ce soir, en fait toute cette semaine, donc mardi, aujourd'hui, mercredi et jeudi, je vais lire trois extraits de L'ombre du shinobi, donc qui est le roman qui a été publié l'année dernière et qui est en nomination pour le prix de création littéraire de la Ville de Québec, en compagnie de deux autres merveilleux livres. Donc, je ne sais pas qui gagnera, mais je suis très, très heureuse, je le répète, merci beaucoup. Alors, L'ombre du shinobi peut être lu indépendamment. Il se passe dans le même monde que Les Fleurs du Nord, donc dans un monde, un Japon nordique, mais il se passe davantage dans la capitale du Nord, alors que Les Fleurs du Nord se passaient dans les montagnes. Donc là, on est dans la ville, si on veut. Vous allez le voir, je l'expose assez bien. Il y a une couverture vraiment magnifique, donc comme vous pouvez le voir, je suis vraiment très impressionnée. Cette couverture-là a une belle histoire aussi. Elle a été dessinée par Masayuki Kojo, qui est un dessinateur très connu au Japon pour avoir fait des dessins en calligraphie, donc avec un pinceau de calligraphie de Star Wars, de Marvel, de Superman. Donc, voyez-vous, il fait des très, très, très belles choses. Et j'avais été attirée parce qu'il y avait eu un article dans les journaux sur Masayuki Kojo. À l'époque, j'avais donc demandé de faire la couverture de mon prochain roman parce que je savais qu'il allait sortir. Donc, je l'ai rencontré quand j'habitais au Japon en 2018 et j'allais le voir pendant une performance live. J'ai expliqué mon projet et il a accepté. Il m'a demandé de lui raconter mon histoire et ce que j'ai fait. Et il m'a fait le dessin. Donc, je vais vous montrer parce que moi, je me le suis fait imprimer en plus grand parce qu'évidemment, je l'ai en plus grand. Donc, voilà la toile originale faite par Masayuki Kojo. En fait, pas la toile originale, un imprimé de cette superbe illustration sur la couverture dont je suis très, très, très heureuse, euh, comme toujours. Donc, j'essaie de varier les couvertures des romans chez Québec Amérique. On accepte aussi que je le fasse. Donc, vous voyez, c'est pas la même, c'est pas exactement le même style. C'est important pour moi. Celui qui va sortir cette année aussi varie. Donc, vraiment, j'essaie de varier. C'est important pour montrer aussi visuellement qu'on n'est pas obligé de suivre, de les lire dans un ordre particulier. Même si chronologiquement, celui-là arrive avant, les personnages principaux vont changer dans celui-ci. Alors, nous allons débuter la lecture publique. Je commence par le début, donc vraiment, mais demain, ce sera une autre partie du livre, donc je vais aller un petit peu plus loin pour vous faire découvrir d'autres personnages. Donc, dans celui-ci, comme je vous le disais, on est dans la capitale, la guerre est terminée, donc tout va bien, et on s'attarde davantage à des plus jeunes, donc des enfants qui ont commencé, si on veut, à découvrir la ville, donc qui ont été déménagés des montagnes. Et ce qui est particulier dans celui-ci, c'est que ces enfants-là ont fait la guerre. Donc, il y a un sentiment un petit peu différent par rapport aux gens de la capitale. Et ils cherchent un peu leur place. Donc, c'est un peu ces choses-là. Donc, il y a deux enfants. Il y a Yumi, qui est la plus jeune, qui a 11 ans, je crois, au début du livre. Et ensuite, on a aussi son grand frère, Taku, qui a 13 ans au début du livre. Donc, c'est Taku que je vais vous faire découvrir demain. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas aller exactement au même endroit dans le livre. Parce qu'on débute le livre avec Yumi, qui s'aventure dans la cité et qui voit des choses, qui entend des choses qu'il ne devrait peut-être pas entendre. Elle ne comprend pas toute la portée. Voyez-vous ici, on a un shinobi. Donc, un shinobi, c'est un ninja. Donc, on a un ninja. Et ce ninja-là est un musicien, comme vous pouvez voir, joue de la flûte. Donc, bien sûr, vous, lecteurs, vous allez très bien comprendre que ce ninja, c'est pas tout à fait un musicien, la personne qu'on va croiser. Mais la petite jeune de 11 ans, elle ne comprendra pas tout de suite. Ça va y prendre un petit moment avant de comprendre qu'est-ce qui arrive. Donc, c'est pourquoi c'est particulièrement intéressant quand on le lit et un petit peu plus vieux parce qu'on le réalise assez vite. Alors, première chronique, la Dame des Fleurs. Proverbe japonais. Rien n'est perdu tant que tout n'est pas perdu. Chapitre 1. Les secrets du passé. Yumi dormait, l'arme à côté de sa main. Elle aurait 12 ans en juillet, mais chaque soir, elle n'arrivait à fermer l'œil que si le bois du fourreau se trouvait près d'elle. La guerre était finie. Elle avait déménagé dans la capitale, loin des montagnes, avec sa mère et son frère. Ses grands-parents étaient tout près. Elle avait même un nouveau beau-père. Mais si sa tête comprenait qu'elle était maintenant en sécurité, son cœur ne s'apaisait pas si facilement. Et elle continuait de dormir avec sa lame. On n'effaçait pas aussi aisément
3 ans d'inquiétude. Un bruit l'attira de son sommeil léger. Elle serra la main, retrouvant le contact rassurant du kodachi, cette arme courte qui l'avait si bien servie. Mais elle reconnut les sons. Un soupir résonna, en écho avec une autre respiration. Yumi resta immobile, les yeux ouverts dans le noir de sa chambre. Sa mère et Jiro, cet homme qui avait pris la place de son père adoré, ne dormaient pas. Cet homme, elle aurait dû le haïr, mais elle n'y arrivait pas, car elle se souvenait très bien de ce que sa mère était devenue quand leur père était mort au début de la guerre des monts. De guerrière, elle s'était transformée en monstre de vengeance. Elle était devenue la chef, menant des attaques coordonnées et efficaces avec les hommes du campement. Même si Yumi savait que sa mère avait des pouvoirs spéciaux, jamais elle ne l'avait vue en faire usage. Et cette explosion de feu, qui avait tout englouti sans distinction, l'avait effrayée sans commune mesure. Cette mère joyeuse et déterminée à qui elle voulait ressembler avait pris un visage plus violent, plus froid et rationnel. Elle avait demandé aux enfants de s'entraîner à combattre eux aussi. Ils devaient pouvoir se défendre en cas de besoin. Et cette aptitude leur avait effectivement servi. Yumi se leva silencieusement pour éviter de ressasser ses souvenirs. Elle ne pouvait détester son beau-père car, depuis qu'il était là, la mère heureuse d'avant la guerre était revenue, s'ajoutant à la chef des dernières années. Elle sortit de son futon sans bruit. Elle couvrit sa tête d'un foulard noir, puis l'enroula partiellement devant son visage pour masquer sa bouche. La lune allongeait les ombres ce soir-là. Elle devrait être prudente. Son cœur se mit à battre un peu plus fort quand elle poussa sur les battants de la petite fenêtre de sa chambre. Mais elle avait huilé les gonds avant de commencer ses expéditions, et la fenêtre s'ouvrit sans bruit. Elle n'était pas très grande pour ses 11 ans, même si son anniversaire approchait, comme elle ne cessait de le rappeler à tout le monde. Elle entendit les souffles dans la chambre de sa mère, le ronflement de son frère aîné de l'autre côté. Son maître d'entraînement, Sojiro, désapprouverait sans doute qu'elle sorte ainsi. Mais elle aimait tester dans la ville ce qu'elle avait appris avec lui. Elle se glissa dehors comme un chat, sans bruit, le kodachi à la main. Elle croisa 2 gardes qu'elle évita sans grand problème. C'était la 3e fois qu'elle se faufilait hors de la maison. Le mois de juin était doux cette année. Les feuilles naissantes permettaient de camoufler plus facilement les mouvements. Le jour, quand elle allait à ses cours avec les recrues de l'armée, elle prenait soin de mémoriser les différents domaines de la ville. Et elle les visitait un à un pendant la nuit, curieuse. À cette heure, il n'y avait personne. Alors, quand un homme surgit, elle le suivit. C'était un guerrier. Elle le devina à sa carrure et son maintien. Il s'arrêta et Yumi le vit prendre une longue perche pour grimper par-dessus une muraille, comme s'il était habitué. Elle attendit quelques minutes et fit de même. La silhouette de l'homme disparaissait déjà à l'autre bout d'un vaste parc. Elle courut pour le suivre. Une porte coulissante s'ouvrit et Yumi s'approcha plus discrètement, utilisant les différents buissons du jardin pour se positionner plus près. La lumière du pavillon lui permit de constater que le guerrier venait de rejoindre une superbe femme. Elle le reconnut alors. Il était au mariage de sa mère et de Jiro. C'était l'un des entraîneurs des recrues. Le festival des soupirs commença, sauf que cette fois, Yumi pouvait voir ce qui les déclenchait. Elle eut un choc en réalisant que les gestes étaient pratiquement les mêmes que ceux qu'elle avait vus pendant la guerre, ceux des soldats ennemis avec les femmes. Elle se souvenait trop bien de cette ferme envahie en bordure du village. Sa mère avait été avertie tard, et quand elle était arrivée, les soldats ennemis étaient trop occupés pour rester vigilants. Accompagnée de ses alliés, elle n'avait laissé aucun survivant. Aucune explication ne fut donnée à son frère ni à elle, mais leur mère avait mis en garde les guerriers du campement ce soir-là qu'elle serait sans pitié envers ceux qui opteraient pour le viol. Ce que Yumi observait en ce moment était semblable. Pourtant, si l'homme faisait les mêmes gestes, quelque chose était différent. Yumi le comprenait. La partenaire y répondait. Elle agissait. Ainsi, ce qu'elle croyait être une agression brutale pouvait aussi être une source de plaisir. Elle quitta les lieux, ne voulant pas s'éterniser. C'était donc ça qui se produisait dans la chambre de sa mère et de Jiro. Yumi reconnut les bruits. Sa mère était finalement beaucoup plus silencieuse que cette dame. Elle termina sa sortie en visitant son domaine préféré, celui où elle revenait toutes les nuits, les pavillons du frère de l'empereur. Tout était calme ce soir-là. Yumi en profita pour s'asseoir contre un grand pin, près d'un étang
aménagé, caché par un buisson. Ce parc, constitué de plusieurs pavillons, était si paisible. C'était tout le contraire du propriétaire, si on en croyait les rumeurs. Lors du mariage tout récent de sa mère avec Gillo, elle avait remarqué cet homme aux longs cheveux noirs accompagné de son fils tout aussi magnifique. Ils étaient complètement différents de ce qu'elle connaissait. Yumi avait passé sa vie entourée de guerriers, mais ces deux hommes étaient minces, délicats, très grands. Quelques soirées plus tard, elle avait surpris une conversation entre sa mère et son nouveau beau-père. Pourquoi l'empereur ne fait-il rien s'il doute du prince Tuémon? Il a hébergé ta tante, une espionne, pendant des années pour le compte de l'empereur du Sud. S'il fouillait la résidence. Mais Gillo avait répondu: on ne peut pas faire entrer une troupe chez le prince. Les soupçons de l'empereur ainsi exposés seraient l'équivalent d'une condamnation, même s'il est innocent. C'est vrai, avait répondu sa mère en soupirant. Ah, un homme mystérieux. Yumi avait eu envie de savoir ce que cachait ce bel homme. Elle réfléchit. Le prince était-il un traître? Et quelle était cette histoire avec la tante de Gillo? De la famille de son beau-père, elle savait que sa sœur bien-aimée était morte en tombant dans la grande chute du lac. Mais la tante de Gillo avait été une espionne. Pour le compte de qui? Le prince et son fils habitaient un superbe domaine. Alors, depuis 3 nuits, Yumi s'y rendait pour explorer les pavillons, espérant entendre ou découvrir quelque chose d'utile. Si cet homme était un traître, elle pouvait peut-être trouver des preuves. Elle voulut s'approcher d'un des bâtiments principaux, mais un bruit de pas la maintint silencieuse et immobile dans sa cachette. La personne passa sur un sentier de rochers qui traversait l'eau calme de l'étang. Yumi bénit l'enseignement de son maître des montagnes qui lui avait appris l'importance des ombres. La lune était présente dans le ciel ce soir, mais elle s'était placée dos à sa lumière, qui s'arrêtait derrière elle et le grand pin. Elle pouvait observer la silhouette de l'homme, même si lui ne la voyait pas. À l'évidence, il connaissait le chemin. Il portait un hakama gris foncé, moins large que celui des nobles, et il se mouvait beaucoup plus rapidement, sans la démarche qu'elle avait vue à la cour. Même s'il faisait trop sombre pour distinguer son visage, elle devina que ce n'était pas le prince. Il était plus petit que Tuémon ou son fils. Quand l'inconnu monta les marches du minuscule pavillon au centre de l'étang, Yumi ne put s'empêcher d'admirer sa souplesse, comme si ses pieds touchaient à peine le sol. Elle retint son souffle quand l'homme s'immobilisa pour ouvrir la porte coulissante. Yumi n'avait pas visité ce pavillon, croyant que ce n'était qu'un bâtiment décoratif. L'homme disparut à l'intérieur. La porte se referma, redonnant au parc ses charmes lunaires. Puis, le son d'une flûte s'éleva, égrenant les sons d'une douce mélodie. Certaines notes résonnaient de façon si triste dans l'harmonie de la chanson. Son cœur se serrait à chacune de ces étranges résonances, comme si elle souffrait en même temps que la musique. Ainsi, le prince Tuémon hébergeait un artiste aussi talentueux sur son domaine. Ah, quel luxe! Il valait mieux retourner à la maison. Yumi se leva en douceur, attentive à ses moindres gestes pour ne pas alerter le musicien. L'excitation l'envahit une fois de plus. Elle l'adorait se mouvoir dans l'ombre ainsi, les sens en éveil. Elle n'aurait pas voulu retrouver les dangers de la guerre, mais ce sentiment d'être en action, prête à réagir aux imprévus, lui manquait cruellement. Tandis que ses journées étaient routinières et prévisibles, sortir ainsi lui permettait de découvrir peu à peu les secrets cachés dans les plis de la nuit. Yumi ne savait pas encore que certaines vérités sont assez dangereuses pour changer l'avenir. 14 ans auparavant, lettre de Hanako à son frère Jiro. Jiro, mon cher frère, la neige s'est mise à tomber hier soir. De gros flocons blancs qui semblaient doux comme les nuages ont recouvert les toits du domaine. Toutes les couleurs ont disparu. Il ne reste que les pins qui résistent silencieusement en brandissant le vert sombre de leurs épines. La neige tombe aussi sur les montagnes où tu as dû te réfugier. Assis près d'un feu réconfortant, juste avant d'aller dormir, j'ai parlé de toi à notre tante. J'avais l'âme un peu triste.
J'aurais aimé partager la vue de cette toute première neige de notre vie avec toi. Je suis étonnée que ce pays abrite des gens qui bravent ce froid. Nous sommes dans l'hiver de nos vies. À l'intérieur, je n'ai jamais ressenti un froid aussi terrible que depuis que j'ai vu mourir nos parents. Et puis, il y a eu ton départ vers les montagnes, mon frère. Toi avec qui je partage ces souvenirs de notre île tropicale. Notre tante a raison, je sais bien que l'héritier des Samizou ne peut rester dans la capitale sans risquer d'attirer l'attention. Et pourtant, nous avons affronté ensemble la mort de nos parents, la guerre, l'exil de notre île adorée, les dangers sur la mer d'automne, la marche à travers ce pays déjà glacial avant de trouver refuge chez elle. J'aurais tant voulu que tu restes près de moi, bien au chaud dans cette résistance confortable. Je m'accroche à mes habitudes. Je continue de marcher tous les matins malgré le froid. J'aime particulièrement le chemin qui mène à la chute du lac. Je monte presque au sommet du mont Sacré. Notre tante me fait accompagner par 2 serviteurs pour me guider si nécessaire. Du sentier, la vue est magnifique. Parfois, l'autre côté du lac est invisible, alors je peux croire une seconde que je suis devant notre océan et que notre île est toute proche. Les lois sont floues dans ce territoire où tu te réfugies. Le chef des monts n'est pas commode. Comment vis-tu dans les montagnes? As-tu froid? Es-tu mis à l'écart parce que tu es un Samizou? Oh, mon frère, j'espère que tu trouveras ta voie. Je me sens inutile réfugiée ainsi chez une tante presque inconnue. Je suis une exilée. Je n'ai plus de titre de noblesse. Je n'ai plus d'héritage. À quoi cela me servira-t-il maintenant de savoir broder, de jouer les chants de notre pays sur le shamisen ou d'avoir appris comment m'occuper convenablement d'un mari? Si j'avais été un garçon, j'aurais pu t'accompagner. Une femme n'est qu'un poids. J'ai tenté de réduire le mien le plus possible. Pendant la longue fuite jusqu'ici, je me suis tue. Je sers le thé et je reste discrète lorsque ma tante reçoit des invités. Notre mère a toujours dit qu'une femme digne ne se plaignait pas dans la douleur. La route entre les monts et la capitale est fermée à cause de la neige. Je t'enverrai ma petite histoire au printemps. Prends soin de toi, Jiro. Samizou Hanako. Je passe quelques pages pour vous lire la 2e lettre de Hanako, qu'elle a écrite 14 ans auparavant, à son frère Jiro. Mon frère, il se passe des choses étranges chez notre tante. La résidence où nous sommes n'est pas si grande pour me permettre d'ignorer les visites nocturnes qu'elle reçoit. Parfois, le prince Tuémon, le frère de l'empereur, la rejoint. Je sais bien qu'il est le propriétaire des lieux et qu'il est le bienfaiteur de notre tante, mais j'y vois d'autres hommes aussi. J'ai cru qu'ils étaient ses amants, mais ils sont vêtus de noir et partent sans bruit. Les nuits de pleine lune, je les vois courir sur le toit, puis disparaître comme des chauves-souris. Tu sais, comme moi, qui sont ces hommes. Je croyais que les shinobi n'existaient pas au Hokkaido. Viennent-ils du lointain Nankaido? Pourquoi sont-ils ici? Que prépare notre tante et le frère de l'empereur? J'ai peur, Jiro. Je crains une trahison. J'aurais tant besoin de tes conseils. Voilà. Alors demain, il y aura la suite. Bienvenue à la 2e partie de la lecture de mon roman L'ombre du shinobi, qui se déroule dans un Japon imaginaire, un Japon nordique. Et cette fois, je continue l'histoire avec Yumi, donc la petite jeune de 11 ans, qui se promène dans la capitale du Nord, même s'il ne devrait pas. Alors, page 38. Comme les 3 dernières fois qu'elle avait quitté la maison en pleine nuit, Yumi attendit que tout le monde dorme. Dans une demeure comme la leur, chaque son passait les murs légers, mais elle était depuis longtemps maîtresse du silence. Souple, elle se hissa et sortit par la petite fenêtre de sa chambre. Elle marcha jusqu'à la résidence du prince Tuémon, près du palais impérial. Elle évita les troupes et les chemins éclairés. Elle connaissait maintenant très bien le trajet. Ses cheveux noirs attachés serrés derrière sa tête, son foulard sombre couvrant son visage, elle se fondait dans l'ombre. Elle bondit sur les marches d'un érable et se laissa tomber de l'autre côté du mur, protégeant la résidence. Elle jeta un coup d'œil aux alentours pour vérifier qu'aucun garde ne l'avait entendue, puis elle courut vers l'étang.
Elle s'agenouilla au même endroit, appuyée contre le grand pin, et resta immobile. L'observation était la clé pour reconnaître le terrain et repérer les présences humaines, lui avait-on maintes fois répété. 20 minutes s'écoulèrent. Elle distingua des serviteurs qui passaient du bâtiment principal à ce qui semblait leur dortoir, plus loin. Le petit pavillon du musicien paraissait vide. Elle résista à la tentation de le visiter, se doutant qu'elle n'apprendrait pas grand-chose là. Il n'y avait aucun signe de vie. Elle attendit encore 10 minutes, puis elle bougea. Elle se dirigea vers le bâtiment au fond de la cour. Un plancher rossignol encerclait ce superbe pavillon, beaucoup plus grand que le minuscule bâtiment au centre de l'étang. C'était un piège, elle le savait. Qu'un souffle se pose sur cette galerie et il se mettrait à couiner comme une alarme. Impossible d'utiliser cette voie directe. Mais elle connaissait d'autres trucs. En équilibre précaire sur la barrière, elle sauta sur la statue d'un dieu qui ornait le coin du toit du pavillon. Elle eut peur un instant que la statue s'écroule sous le choc. Mais le prince Tuemon n'avait chez lui que les meilleurs artisans, et le dieu grimaçant tint bon. Yumi courut jusqu'au faîte, ses pieds nus effleurant à peine les tuiles. Elle s'agenouilla, jetant encore une fois un coup d'œil alerte au domaine. La lune était à peine un croissant, mais elle remarqua tout de même que le prince Tuemon disposait d'une vue splendide sur le lac. Ce pavillon était probablement inhabité, car aucune fenêtre n'était ouverte, malgré la belle nuit de cette fin de printemps. Elle redescendit et, agrippée au bord du toit, elle se servit de son orteil pour faire coulisser la porte. Ses bras se mirent à trembler sous l'effort et la concentration. Quand l'ouverture fut suffisamment grande, elle ramena les jambes sous elle pour créer un effet de balancier et se projeta doucement sur le tatami. Sa main se posa immédiatement sur son kodachi. C'était le moment le plus dangereux. Si quelqu'un dormait dans la pièce, il pouvait avoir été éveillé par l'ouverture de la porte. Mais il n'y avait personne. Ce pavillon était très simple. Une pièce et une alcôve où était exposé le caractère et éternité. L'un des signes les plus difficiles à tracer correctement, Yumi le savait par expérience. Des fleurs séchées placées dans un pot de céramique ramassaient la poussière. Cette pièce n'avait pas servi depuis longtemps, sans doute à cause de son éloignement des autres pavillons. Le tatami avait séché et craquait sous ses pas. Elle fit tout de même le tour de l'endroit, tapotant le bas des murs et la jonction des plafonds. Yumi s'avança vers l'alcôve et souleva le caractère pour vérifier derrière. Elle passa sa main, encore une fois, sur les côtés, sans grand espoir. Elle ne réussit qu'à effrayer un petit cafard qui s'échappa et disparut dans le pot. Elle fronça les sourcils. Le temps avait abîmé la pièce et un morceau de céramique était tombé, créant ce trou où l'insecte s'était réfugié. Yumi tenta de soulever les fleurs séchées, mais elles étaient bien ancrées à leur base. Elle sortit alors son kodachi et força les côtés de cette paille devenue dure comme un bloc. « Ah !» murmura-t-elle. Sous les fleurs, elle retrouva son ami le cafard. Mais il y avait autre chose de plus que ses doigts identifièrent comme un rouleau. Il faisait trop noir pour en savoir plus. Enfin, elle tenait peut-être quelque chose d'intéressant. Elle plaça le rouleau dans un petit sac et quitta l'endroit. Un hibou ulula et elle reprit le chemin inverse. Dans l'excitation, elle fut moins attentive aux environs. Elle fut donc surprise quand une ombre sur les toits se mit à la poursuivre. Yumi fit appel à toute la vigueur de ses jambes, mais l'autre était plus grand et plus agile. Elle était presque sortie du domaine, en équilibre sur leur mur extérieur, mais il la rattrapa dans un saut magnifique et elle se retrouva avec un couteau sur la gorge. Elle sut que c'était un homme quand la personne dans son dos, lui dit à l'oreille « J'ai cru que tu étais des nôtres, mais quand tu n'as pas répondu à mon signal, j'ai compris mon erreur. » Le cri du hibou, c'était un signal. Comment avait-elle pu ne pas le comprendre? Il reprit. « Qui es-tu? » Ce n'était pas la première fois qu'un espion envoyé par l'empereur visitait le domaine de Tuemon. Le prince savait que son frère doutait de lui.
Le ninja s'était assuré qu'aucun espion n'allait sortir vivant du domaine. Un ami du Sud, qui lui devait une faveur, avait chargé un shinobi de la surveillance nocturne. Le shinobi devait être certain que ces hommes disparaissaient mystérieusement. Mais la personne s'étant introduite dans le pavillon cette nuit était différente. Le ninja n'avait pas perçu sa présence sur le domaine avant qu'elle ne sorte du pavillon abandonné. Comment avait-elle pu se rendre jusque-là sans qu'il le note? Avait-elle appris dans la même confrérie que lui? Son intérêt pour cette étrange silhouette lui avait laissé la vie sauve. Il hésitait sur la marche à suivre. Yumi comprit très vite que le shinobi ne savait pas s'il devait la tuer. Elle paria que le couteau qui menaçait sa gorge servait davantage à l'arrêter qu'à l'achever. Elle risqua le tout pour le tout en baissant la tête pour mordre la main de l'homme. Elle mordit si fort qu'elle sentit les fibres de son foulard se déchirer. Le ninja émit un juron, mais la prise se desserra et elle sauta au sol. Elle roula pour absorber le choc, se retournant pour vérifier s'il la suivait. Mais il resta immobile sur le mur, la fixant. Yumi eut l'audace de lever la main pour le saluer. Puis elle s'enfuit par les chemins labyrinthiques de la capitale. Yumi retourna à sa chambre et elle sortit le rouleau de son sac. Un nom était tracé et elle fut surprise de le reconnaître. C'était celui de son beau-père, Jiro Samisu. Elle déroula le manuscrit et se mit à lire les caractères. Elle n'avançait pas très vite, n'ayant pas suffisamment étudié les signes, mais elle en comprit assez pour que son visage s'assombrisse au fur et à mesure qu'elle parcourait le rouleau. La finale la plongea dans l'horreur. Il n'y avait pas de temps à perdre. Elle ressortit par la fenêtre et chercha son grand-père. Elle entendit sa voix dans une salle du palais. Elle attendit que le soldat fût parti, puis elle entra. Tatsuki vit arriver, sa petite fille, en pleine nuit, tout habillée de noir, les cheveux noués derrière la tête. Il comprit tout de suite que quelque chose de grave s'était produit. « Grand-père, tu auras toutes les preuves pour faire arrêter le prince Tuemon là-dedans. » Et elle lui lança le rouleau qu'il attrapa au vol. Avant de l'ouvrir, il l'interrogea. « Et je peux savoir où tu as trouvé cela? »« Dans un des pavillons de la résidence du prince. » Il devina la réponse en voyant son accoutrement, mais il posa tout de même la question. « Et tu es allée là toute seule, sans avertir quiconque? »« Oui, c'est la 4e nuit qu'il m'y rend. » Tatsuki serra le poing, furieux. Quand la voix dure de son grand-père résonna dans la pièce, Yumi comprit d'où sa mère tenait son caractère. « Tu es complètement inconsciente? J'y envoie des hommes depuis plusieurs semaines et ils ont tous disparu, tués sans aucun doute. » La colère de son grand-père, d'ordinaire si gentil avec elle, la fit trembler. Elle voulut se faire pardonner en lui fournissant des informations. D'une voix faible, elle dit « Probablement à cause du shinobi qui patrouille. Je l'ai croisé ce soir et... » « Quoi? » Elle recula. Son grand-père s'était approché et avait pris son bras. Il serrait trop fort et elle avait mal. Mais c'était surtout l'expression de son regard qui la paralysa. Elle se sentit redevenir toute petite. Elle n'était pas très vieille, après tout. Elle aurait dû attendre que le shogun trouve le rouleau par lui-même. Ses grands yeux se remplirent de larmes. Quand Tatsuki le constata, il se calma. Yumi n'avait que 11 ans. Elle avait l'audace de la jeunesse. Elle ne comprenait pas tous les risques qu'elle venait de courir. Il la serra dans ses bras et elle fondit en pleurs. Il lui avait fait peur. Tant mieux, elle y penserait peut-être davantage avant de prendre de telles initiatives. Cette peur n'était rien comparativement à la crainte qu'elle lui avait donnée. Quelle inconscience tout de même! Yumi recula un peu et lui dit « Le rouleau, c'est... Ne t'inquiète pas, je vais faire le nécessaire. Viens, je te raccompagne. »« Pas besoin, je te raccompagne, insista-t-il. » Ils sortirent, le shogun refusant que les gardes les suivent. Son arme, un grand éventail de métal, était bien accroché dans son dos. Ils marchèrent sans un mot jusqu'à la fenêtre de la chambre de Yumi. Avant de le quitter, sa petite fille murmura « Je ferai plus attention, grand-père. Je n'en attends pas moins. Mais est-ce que tu peux garder le silence sur mon implication dans cette histoire? » Aki serait sûrement aussi furieuse que lui. Et si Yumi avait raison et que ce rouleau révélait des nouvelles informations, elle était en danger. Ce ninja était toujours dans la capitale. Le shinobi. Sait-il qui tu es? Non. Tu en es sûr? Oui, il était dos à moi et je n'ai pas prononcé une parole. Je n'ai pas vu son visage et il n'a pas pu voir le mien non plus. J'ai eu la vie sauve parce qu'il croyait que je faisais partie de sa confrérie. Si ce que tu dis est vrai et que ce rouleau permet d'arrêter Tuemon,
T'impliquer ne ferait que dévoiler ton identité. Je garderai donc le silence. Oh, merci. Mais tu me promets de te contenter de ton entraînement à l'avenir? Yumi avait eu peur ce soir. De cet homme en noir qui avait appuyé un couteau sur sa gorge et qui savait manifestement s'en servir, des secrets que le rouleau allait dévoiler et de la colère de son grand-père. Son but n'était pas de devenir ninja après tout. Alors elle n'avait pas l'intention de poursuivre ce type d'expédition. Elle répondit donc. Oui, je te le promets, grand-papa. En la voyant bondir vers la petite fenêtre et se glisser sans bruit à l'intérieur, le shogun comprit pourquoi le ninja avait cru qu'elle était des leurs. Elle avait été entraînée avec les techniques discrètes de Sojiro, comme sa grand-mère. Sur le chemin, il réalisa que sa petite fille agissait comme un soldat au sortir de la guerre. Elle avait presque 12 ans, bien loin des 15 ans de la majorité, mais la guerre avait laissé des traces. Yumi n'arrivait pas à calmer son agitation, celle qui l'avait tenue en alerte et soutenue pendant le long conflit. Il savait fort bien que Taku et Yumi avaient dû vieillir plus vite après la mort de leur père. L'enfance s'était terminée tôt pour eux. Ils avaient dû combattre pour survivre. Mais si Taku semblait satisfait de son entraînement dans l'armée, Yumi s'ennuyait et cherchait l'aventure. Et pour avoir vu plusieurs soldats dans la même situation après la guerre, le shogun connaissait la solution. Il devait augmenter le degré de difficulté pour que cette jeune fille se couche épuisée et dorme toute la nuit. Il allait demander à Masaki, un des meilleurs entraîneurs des recrues, de lui donner des cours particuliers très tôt le matin. Il leva les yeux au ciel en retournant au palais pour consulter le document qu'elle lui avait apporté. Seuls les dieux savaient tout ce qu'il fallait imaginer pour protéger ses enfants. N'est-ce pas? On va passer quelques pages. Et on s'en va au sud de ce pays. Dans une maison traditionnelle de la capitale Minamito, au sud, un ninja s'agenouilla devant un homme dans la quarantaine, assis dans l'ombre au coin de la pièce. « Raconte-moi, Ken. » « Le prince Tremon a été exécuté par le shogun. Que s'est-il passé? » Ken se tendit. « J'ai tué tous les espions qui ont tenté d'entrer dans le domaine, mais ils ont alors envoyé un enfant, formé selon notre discipline. Il a trouvé un rouleau contenant des preuves incriminantes et il a réussi à s'enfuir. » « Un enfant? Il était tout petit. C'était un enfant, oui. » Le maître se leva, pensif. « Il n'y a que mon père qui a réussi à fuir notre confrérie sans le payer de sa vie, au prix d'un échange immonde. Mais il doit être très vieux maintenant, s'il est toujours vivant. » Le ninja immobile au sol attendit qu'on lui indique la marche à suivre. L'homme tendit sa main droite. « Cette blessure, l'enfant m'a mordu. Je croyais t'avoir appris mieux que cela. Allez, va voir le guérisseur. Les morsures humaines peuvent être plus dangereuses que tu ne l'imagines. » Ken se leva et demanda. « Et pour cet enfant? » « Nous attendrons. Les traîtres du Hokkaido auront sans doute encore besoin de nous. Ton petit assaillant sera alors de retour aux côtés du shogun. Et tu le convaincras de te donner le nom de celui qui lui a enseigné les voies du silence. Nous saurons être patients, Ken. » Ken acquiesça et sortit. Sur le long chemin entre Kitakyo et Minamito, sa main avait gonflé et lui faisait très mal. Il avait hâte de rencontrer le guérisseur. Mais son devoir avait exigé qu'il fasse d'abord son compte-rendu au maître des ninjas. Dans la petite pièce sombre, Udo serra les poings. Il murmura. « Et si tu es toujours en vie, je te tuerai moi-même, père. » Voilà, la lecture est terminée pour ce soir. Demain soir, dernière partie que je vais lire de l'ombre du shinobi, ce sera à propos du frère de Yumi, son grand frère, Taku, qui, comme on peut voir, le shogun, son grand-père jugeait que pour lui, tout se passait bien. Alors, on va voir que c'est peut-être pas tout à fait le cas. Alors, bonsoir tout le monde. Il est 20h, donc dernière lecture de mon roman L'ombre du shinobi ce soir. Je passe à une section qui est plus loin, qui va vous raconter, qui va vous mettre qui va vous faire l'introduction de deux des personnages que j'aime beaucoup, les personnages de Taku et de Shiro. Je vais vous montrer, j'ai reçu une fan art, donc un dessin fait par quelqu'un qui avait beaucoup aimé le roman. Donc c'est Katsumi Bro, qui a dessiné Shiro et Taku, qu'on va rencontrer dans cet extrait. Donc comme vous pouvez le voir, un superbe dessin, je la remercie. Je suis encore très touchée.
de cette œuvre-là que j'ai dans mon salon depuis ce temps. Donc, alors, je vous lis ce petit extrait qui commence avec la mère de Taku qui s'inquiète pour son fils. Ah. Alors, deuxième chronique, le loup de feu. Proverbe japonais. L'échec est la base du succès. Chapitre 1. La vague. Aki avait l'impression d'être enceinte depuis peu, mais son ventre lui passait un tout autre message. Elle avait dû prendre une pause du travail, ce qui convenait à l'horaire de l'armée, car l'empereur avait accordé du repos à la majorité de ses soldats pour la belle saison. La place que se faisait le bébé lui tiraillait les entrailles. Alors quand elle apprit que son grand-oncle Naoki était en ville, elle en fut bien heureuse. Elle se traîna les pieds jusque chez ses parents. Pourquoi fallait-il que le Hokkaido soit la région la plus froide de cette île, mais qu'elle soit aussi chaude et humide en été? L'air alpin lui manquait cruellement. Son vieil oncle avait établi domicile chez Tatsuki et Midori, comme il le faisait toujours quand il venait en ville. À partir de la résidence du shogun, il recevait les malades, mais il se déplaçait aussi dans la ville pour visiter les gens incapables de venir à lui. Quand elle entra et que son oncle la salua avec son doux sourire, elle remarqua à quel point il avait vieilli. Il devait avoir plus de 60 ans maintenant, comme son père d'ailleurs. Mais les années qui s'accumulent avaient laissé des rides plus profondes sur le visage de Naoki, comme si le contact régulier avec la souffrance des autres y avait laissé des sillons. Elle admirait beaucoup son grand-oncle. C'était un homme bon qui n'avait jamais cessé de tout donner aux autres. Il aurait eu droit à un peu de repos. Mais il était le seul à maîtriser la magie de la guérison, unique don laissé aux héritiers de la terre. Il cherchait donc à en faire profiter le plus de gens possible, en plus d'instruire et d'enseigner les connaissances qu'il avait accumulées au fil des années. Cher Aki, je n'ai pas encore eu la chance de te féliciter pour ton mariage et ce bébé qui pointe déjà le nez. Viens t'étendre sur le futon pour que je t'examine. Elle lui obéit sans rechigner. C'était sa mère qui l'avait aidée à accoucher lors des naissances de Taku et de Yumi, mais cette fois, elle soupçonnait qu'elle aurait besoin d'un soutien particulier. Naoki palpa son ventre, cherchant à sentir la tête du bébé. Il fronça les sourcils et se dirigea vers sa trousse pour se procurer ce qui semblait être un filtre. Il en posa un bout sur son oreille, l'autre sur le ventre d'Aki. Il se déplaça à plusieurs reprises avant de sourire. « Eh bien, tu fais les choses en grand. Ce n'est pas un bébé qui se prépare, mais deux, Aki. Oh, des jumeaux, comme ses frères. Mais sa mère avait au moins 10 ans de moins quand elle les avait eus. Aki savait qu'il était rare que les deux enfants survivent, et souvent les deux mouraient. Je sais. Ce n'est pas une grossesse facile cette fois. Et à ton âge, c'est encore plus risqué. Mais je serai dans les environs lorsque le temps sera venu, Aki. Ne t'inquiète pas. Elle soupira soulagée. Bien sûr, tout irait bien. 2 enfants, ce serait un beau défi. Elle se leva impatiente d'apprendre la nouvelle à Jiro, mais Naoki la retint un peu plus longtemps. Je voulais te parler de quelque chose, Aki. J'ai pensé que Taku pourrait m'apporter son aide cet été. Jiro est devenu responsable des guerriers à chevaux et il semble que ton fils n'ait pas autant d'affinité avec ces animaux que lui, d'après ce que ma nièce m'a expliqué. Aki ne put s'empêcher de sourire. Taku détestait les chevaux. Ayant grandi dans les monts Sonkyo, il avait bien peu contact avec eux dans son enfance. S'il s'obstinait à rester dans l'équipe de Jiro, c'était uniquement par admiration pour son beau-père. Aki lui avait proposé de changer de division, mais son fils ne voulait rien entendre. Naoki poursuivit. Tes frères sont venus me mener à la capitale, puis ils sont partis tous les deux sur les routes pour visiter les villages plus lointains. Ils forment une bonne équipe et n'ont plus besoin de moi depuis longtemps. Je les retarde avec mes petits mots de vieillard. Je me suis dit que Taku pourrait m'accompagner comme le faisaient tes frères. Il pourrait m'assister et me protéger le cas échéant. N'est-il pas trop jeune, Naoki? Il n'a que 13 ans. Il dispute son autonomie, comme tous les enfants. Je resterai toujours aux abords du lac Toya, donc tout près. Et puis, je crois qu'il apprendra beaucoup dans ses nouvelles fonctions. La patience, l'attention, l'empathie.
Sa petite nièce s'exclama. « Ah, il en a bien besoin, en effet. » Taki avait remarqué la fierté exacerbée de son fils d'appartenir à la famille Kagi, un grand-père shogun, père et mère commandant. Taku avait eu un entraînement intense dès son plus jeune âge avec les guerriers de la montagne, et il avait combattu durant la dernière guerre. L'expérience qu'il possédait lui donnait une assurance peu commune chez les jeunes de son âge. Elle soupira. Taku manquait visiblement d'humilité depuis son arrivée dans la capitale. Naoki ajouta un point. « Et il y a la question de ses pouvoirs. » Aki réagit tout de suite. « Taku n'a pas les pouvoirs du feu, Naoki. Si je les ai eus, c'est sans doute parce que Midori, ma mère, faisait partie de la famille de la Terre. Mais son père n'avait aucun lien avec la magie. Évidemment, conjuguer les familles du feu et de la terre, alors qu'elles ne s'étaient pas rencontrées depuis si longtemps, a pu contribuer à retarder la disparition de la magie. Aki. Mais il faut tout de même être prudent. Si Taku possède les pouvoirs du feu, tu sais comme moi que, lorsqu'ils s'éveilleront, il pourra blesser quelqu'un. J'aimerais être près de lui, si cela survient. » Aki acquiesça, se rappelant que la présence de Naoki avait sauvé la vie des nobles, qu'elle avait blessés en faisant sauter le dojo. Elle toucha son ventre, inquiète tout à coup. Ces deux enfants seront les descendants du feu et de l'eau. Une première, je pense. Les yeux de Naoki s'étaient éclairés. Dans les récits anciens, l'eau et le feu avaient toujours été de féroces ennemis. Et il n'y avait jamais eu de descendance commune. Et voilà maintenant qu'Aki, elle-même enfant de la terre et du feu, donnerait naissance à des jumeaux qui combineraient dans leur sang 3 familles magiques. Même si ces enfants n'avaient aucun don magique, ce qui était plus que probable, c'était extraordinaire. Il pourrait avoir des pouvoirs. Elle n'était pas sûre que cela lui plaisait. La magie était plus un poids qu'un avantage. Naoki la rassura. « C'est possible, mais tu as 3 frères, et aucun d'eux n'a la moindre miette de pouvoir magique. Alors ils pourront tout autant leur ressembler. » C'est vrai, n'y pensais plus. Concernant ta proposition pour Taku, je crois que c'est une bonne idée. Je t'avoue que je ne sais plus quoi faire avec lui. Hein. Il a un tel tempérament. Naoki fit un clin d'œil. Tu ne donnais pas ta place non plus à son âge, Aki. Ah oui, je me souviens fort bien. Et c'est toi qui m'enseignais la discipline et le calme. Taku aussi apprendra. Cette fois, elle se leva sans qu'il la retienne. Merci pour tout, Naoki. Viens me voir à la moindre inquiétude ou envoie un message si je suis absent. Ça me rassure beaucoup. C'est bien normal. Ils se sourirent et elle partit en marchant un peu plus vite vers le grand terrain où Jiro s'entraînait avec les équipes à chevaux. Ils auraient 2 bébés. Suivre son grand-oncle Naoki dans ses visites aux malades n'était pas ce qu'avait envisagé Taku pour l'été de ses 13 ans. Il venait tout juste de s'installer dans la capitale. Il avait tant de choses à apprendre pour monter les échelons de l'armée, mais voilà que Naoki, l'oncle de sa grand-mère, voulait l'avoir à ses côtés. C'est vrai que le guérisseur vieillissait. Il était admirable qu'à son âge, Naoki continue d'en faire autant. Taku était conscient qu'il passait ses journées en compagnie d'un grand sage. Et les multiples déplacements dans la capitale lui permettaient de connaître la ville de mieux en mieux. Des coins les plus huppés aux plus miteux. Mais les tâches qu'il devait accomplir ne lui plaisaient pas. Vider des bacs pleins de sang ou d'autres matières moins nobles, soulever des vieilles dames pour les poser sur un futon, ce n'était pas ce qu'il s'était imaginé du travail d'assistant d'un guérisseur si reconnu. Même ce qu'il avait cru être plus excitant, soit protéger Naoki d'une attaque, est très loin d'être joyeux. Retenir un père, oui, ce sera pas long. J'ai perdu ma page. Le direct est merveilleux. Ouais. Retenir un père qui veut s'élancer sur le guérisseur parce qu'il n'a pu ressusciter son enfant, déjà mort à l'arrivée de Naoki, ne faisait pas partie des actes dont Taku se sentait fier. Il n'aimait pas y repenser. Il avait vu la guerre, il avait pleuré la mort de son père et des guerriers du campement qui étaient tombés, mais jamais il n'avait songé que ceux qui ne combattaient pas devaient faire face à autant d'épreuves.
La seule raison pour laquelle il avait accepté, quand sa mère et Jiro lui en avaient parlé, c'était pour fuir les chevaux. Il faisait son possible, mais il détestait ces animaux dont Jiro était devenu responsable. Oui, il était maintenant capable de les monter, mais il restait nerveux, et son cheval le savait, sans qu'il puisse expliquer pourquoi. Et plus l'animal se montrait réticent à lui obéir, plus Taku s'énervait. Travailler avec Naoki n'était pas très gratifiant, mais au moins, il n'avait pas à voir tous les jours ses sacrés chevaux. Un travail difficile. Les premiers jours, il s'endormait dès que sa tête se posait sur l'oreiller. Lentement, il commençait à s'y faire et regagnait un peu d'énergie, mais quand il s'éveillait, il n'avait pas le goût de rejoindre Naoki. Ce fut donc une heureuse surprise quand son arrière-grand-oncle lui annonça qu'il quitterait la capitale le lendemain pour se rendre au sud du lac Toya, au village des Estropiés. Avec un tel nom, la destination ne sembla pas excitante aux oreilles du jeune homme, mais le dépaysement que promettait le voyage l'enthousiasmait. Après une journée de marche, ils arrivèrent au village, constitué de maisonnettes de bois, toutes identiques. Naoki se dirigea vers l'une des habitations et frappa à la porte. Taku fut surpris de voir une très belle dame venir leur ouvrir. « Naoki, tu as fait vite! J'ai cru à ton message que tu avais besoin de moi. Une villageoise attend un enfant, mais il n'est pas bien positionné et je n'arrive pas à placer le bébé tête vers le bas, alors, comme tu étais dans la capitale, je me suis dit que tu pourrais m'aider. » « Bien sûr, je suis toujours heureux de venir ici. » Naoki se tourna vers son assistant. « Mes assistants habituels sont sur les routes ensemble. Alors, mon arrière-petit-neveu Taku a accepté de les remplacer pour l'été. « Enchantée, je m'appelle Tae. Entrez tous les deux. » Elle s'écarta pour les laisser passer et Taku le vit. Le garçon de son âge. À l'image de sa mère, ses longs cheveux noirs retombaient sur un kimono gris. Il se leva pour les saluer et Taku fut frappé par sa grande taille. Taku était grand lui aussi, mais ce jeune homme le dépassait. Et il était moins musclé toutefois, plutôt mince et gracieux. Ce n'était pas un guerrier, mais quelque chose à propos de lui intriguait Taku. « Voici mon fils, Shiro. Shiro, c'est Taku, l'arrière-petit-neveu de Naoki. » Les yeux noirs de Shiro se fixèrent sur Taku et l'examinèrent longuement, s'arrêtant sur les cheveux rouges de Taku. Et le jeune homme intimidé crut bon de préciser « Taku Kagi, ma mère est héritière de feu. » Pourquoi son explication éteignait-il tous les sons? Le silence se fit lourd dans la maisonnette et les yeux de Shiro scintillèrent. « Tu ne trouveras personne de ton rang ici, Kagi. Bienvenue tout de même. » Et il se détourna pour retourner à la table basse où il lisait un rouleau à son arrivée. Naoki et Tae se regardèrent. Le guérisseur indiqua à Taku. « Pour cette première visite, j'irai seul avec Tae. Tu peux rester ici en attendant que je revienne. » Le garçon voulut protester, mais Naoki et Tae quittèrent la maison comme des voleurs à toute vitesse. La porte coulissante claqua. Il soupira. Shiro lui proposa « Si tu veux, je peux te passer de la lecture. » Et lui tendit un rouleau. « Ah, non, non, en fait, je ne suis pas très bon en lecture. » « Ah. » Taku s'assit et expliqua. « Ma mère voulait m'apprendre, mais elle dirigeait les guerriers des Monsonkyo. Et on n'a jamais eu le temps, ce qui faisait bien mon affaire. Je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour cela. Et puis, il y a eu la guerre et... Quand on a une vie telle que la tienne, on n'a effectivement pas besoin de s'instruire par les récits des autres, remarqua Shiro. C'était mal parti. Taku ne savait pas comment rendre l'atmosphère moins tendue. Après un long silence, Shiro ouvrit la porte à une trêve en demandant « Et maintenant, vis-tu toujours dans les montagnes ?» Taku se racla la gorge. Il détestait la mue de sa voix qui n'en finissait plus et faussait dès qu'il se sentait nerveux. « Non, non, dans la capitale. Mon grand-père a fait brûler toute la montagne en mettant fin à la guerre et on est allé s'établir à Kitakyo pour vivre avec mon nouveau beau-père. » Shiro plissa les yeux. Évidemment, le feu de Tatsuki. Même ici, on en a entendu parler. Héritier du feu, comme ta mère. Un autre silence inconfortable s'installa. Shiro soupira à son tour. Il regarda Taku, s'attardant une fois de plus sur ses étranges cheveux rouges, puis il demanda « Qu'aimerais-tu faire en attendant le retour de Naoki? Visiter le village? »« Ah, oui, je peux te montrer ça. Ce sera court, mais viens. »
Shiro se leva, imposant encore sa haute taille à Taku. Ce dernier ne put s'empêcher de lui demander « Quel âge as-tu? » 13 ans, et toi? Moi aussi, mais tu es si grand! Tu n'es pas petit non plus. Je sais bien! C'est pourquoi ça me surprend de te voir! C'était la première fois que Shiro riait. En ouvrant la porte, il précisa « Ta franchise est déconcertante, noble du feu. Allez, sors! Tu constateras que ma taille n'est pas la norme dans ce village. » Le malaise semblait s'être évanoui. Ils marchèrent ensemble dans la rue principale et Taku découvrit des chemins secondaires ici et là, tous remplis du même type d'habitation. Des gens se promenaient, plutôt souriants, malgré leurs vêtements élimés. Il y avait beaucoup de mères avec de petits enfants dans les bras, des plus grands qui jouaient au ballon. Taku chercha les fameux estropiés que le nom du village annonçait. Il vit bien quelques personnes voitées, d'autres avec une bosse sur le dos, mais le village semblait peuplé davantage de gens ordinaires. La curiosité le poussa à s'informer. « Où sont tous les estropiés? La plupart des gens paraissent normaux. » Les sourcils de Shiro se soulevèrent. Était-il surpris ou indigné que Taku lui pose une telle question? Taku regretta sa demande, mais Shiro était amusé quand il répondit. Le village des estropiés, hein? C'est surtout le village des exclus, des gens que votre société ne veut pas voir dans les environs. Ça inclut les handicapés, mais aussi les mères célibataires, comme la mienne, les bâtards. « Ah, je ne savais pas, pardonne-moi, » répondit Taku, gêné que l'autre ait parlé ainsi de sa mère. « Non, ne t'excuse pas. La pitié est une injure et ce village n'en a pas besoin. Après tout, les gens d'ici, sauf ceux que vous rejetez. » En regardant Shiro marcher la tête haute près de lui, Taku se dit que la pauvreté n'empêchait pas la fierté. Shiro changea de sujet. « Ta mère n'était pas chef des monts? » La question aurait pu le déconcerter. Mais Taku répondit « Alors vous ne vivez plus dans la montagne? Je vous passe un petit bout parce que je ne veux pas vous donner des punchs. » Là, c'est Taku qui répond. « Oui, l'an dernier, on a tous combattu l'armée du Sud et nous avons triomphé grâce à mon père et à ses troupes. » Taku était fier de sa famille. Chaque fois que le garçon parlait de leur fait d'armes, il y avait un soupçon d'arrogance dans son ton. Et il n'avait pas encore évoqué son beau-père, commandant et descendant de l'eau. Shiro entendit fort bien sa fierté et trouva les mots pour le ramener sur terre. Un héritage lourd à porter pour être à la hauteur. Taku faillit s'étouffer de colère. Il jeta un regard furieux à Shiro et marcha plus vite. Ce garçon qui ne connaissait rien avait raison. Pour être digne de sa famille, il devait exceller au plus vite. Et c'est ce qui l'énervait de cet été à perdre son temps à soigner les gens. Rien de cela ne lui serait utile pour l'avenir. Shiro l'avait suivi, sans se presser. En arrivant à sa hauteur, il dit, légèrement moqueur, « Rentrons maintenant. Le soir tombe et ton arrière-grand-oncle reviendra bientôt. » Taku acquiesça et le retour s'effectua sans que la conversation reprenne. Quand Naoki rentra, il les trouva tous les deux assis en silence dans la maisonnette. Il retint son sourire. Sous une apparence douce, Shiro cachait une force étonnante. Il comptait sur lui pour ébranler son arrière-petit-neveu et le sortir de ses certitudes. Il n'imaginait pas à quel point son but serait atteint. Journal de Shiro. Naoki s'est pointé aujourd'hui sur le seuil de notre maison, accompagné d'un noble Kagi, un guerrier aux cheveux extrêmement roux, droit et fier de ses origines et de ses aventures. Ce choix me surprend d'un grand sage comme le guérisseur. Ce garçon a mon âge, mais il ne partage pas mes champs d'intérêt. Malgré son âge et son origine, il ne sait même pas lire et ne semble pas avoir envie d'apprendre. Il est sans doute omnibulé par sa quête de la force. Je le plains un peu de devoir relever le défi impossible d'égaler une légende comme le shogun Tatsuki. Mais qui sait, peut-être deviendra-t-il une légende lui aussi. Il en a certainement l'ambition. Et il possède la carrure pour contrer des ennemis. J'envie un peu tous ses muscles. Pourrais-je me développer autant moi aussi si j'y mettais les efforts? Je ne crois pas. Et je n'en ai pas envie. Un peu comme Taku, qui n'a pas envie de mettre les efforts pour apprendre à lire. Étrange. On se ressemble un peu, finalement. Pour terminer, c'est jeudi, et il y a aussi dans ce livre des poèmes. Voilà. Il faut la belle calligraphie qui a été faite par mon amie Utami Ryoko-san. Je la remercie.
Je vais vous lire le poème et ensuite on va vous le chanter en japonais. Donc je vous le lis en français, bien sûr avant. Le poème s'appelle Je suis seule. Le soleil se couche, les feuilles s'agitent, le vent du soir balaie le jour. Les fleurs flamboient, l'herbe sent le thé, les arbres parlent d'une histoire d'amour. Et moi, je t'attends. Je suis seule au milieu de l'été, une tempête au creux du cœur, de la pluie dans les yeux. Partout les gens marchent, les demeures s'ouvrent, les enfants découvrent l'école. Le temps glisse, la marée caresse les rochers, la mer raconte une histoire d'amour. Et moi, je t'attends. Je suis seule au milieu de l'hiver, de la glace au fond du cœur, de la neige dans les yeux. Je te cherche partout, je t'appelle, je crie ton nom. La mer me frappe de silence, les arbres ignorent ton absence. Mais moi, je suis seule, au milieu du monde. Le temps continue d'avancer et je reste là, à pleurer. Voilà, alors on va devoir changer la configuration de la maison. 日が暮れてこの葉がそよぎ夜の風が昼っぽい原花が輝き草は香ばしく木々はラブストーリーを語る私はあなたを待っている夏の真っ只中で心の嵐雨は私の涙あちこちで人が歩き回る家があり子供たちは学校へ時は滑り波は岩をなで海はラブストーリーを語る私はあなたを待っている冬の真っ只中で心の凍りつき雪は私の涙あなたを探し回るあなたを呼ぶあなたの名前を叫ぶ私は一人世界の真っ只中で時は過ぎゆくここにとどまり泣いてる私泣いてる私泣いてる私 Merci beaucoup!